Bonsoir et bienvenue dans Hybride, le podcast. Je suis très heureux d'être reçu aujourd'hui par Omaris, le patron de Omaris Fashion. Omaris est celui qui fait parler de lui tant qu'il en a l'occasion, à travers ses œuvres, à travers son art, à travers ses créations, à travers la mode. Aujourd'hui, on va revenir sur cette passion, la mode. On va parler de Tamamoumu, c'est cet événement qui regroupe les talents du Niger chaque année. Il y a de cela 2 ans, ils sont à la 3e édition de cette année. On va également parler du prix de ces créations, la fréquence de ces créations. Bref, on va parler de Omaris, de mode et du Niger. Omaris, bonsoir. Moi, c'est Galbert, merci. Pourquoi tu ne dis pas que c'est bon? Bonsoir. Comment tu vas? Je vais super bien. Ça va bien? Ça va. Et la chaleur? La chaleur, en tout cas, ça bat son plein. Ouais, c'est vrai. C'est pas facile. C'est énorme, la chaleur. Déjà, félicitations pour ce beau cadre que tu nous offres. Merci bien. Parce que c'est pour le Niger, c'est pour les jeunes Nigériens. Et j'espère que ceux et celles qui viendront ici seront justement inspirés par ce que tu as fait ici. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, on commence par la mode. Comment tu es arrivé là-dedans? Pourquoi la mode? Pourquoi tu as choisi de faire de la mode? Je dirais que j'ai pas choisi de faire la mode, c'est la mode peut-être qui m'a choisi en fait. Parce que j'ai jamais su que j'allais devenir créateur, ça n'a jamais été une de mes passions. Je l'ai toujours dit aux gens, la mode n'a jamais été ma première passion. Ma première passion c'est la cuisine. Oh, cool. Et ça reste encore la cuisine. Ah, là, on a une passion commune parce Oui. que j'adore cuisiner. Donc, la mode, c'est tout récemment en 2014. Déjà, je suis quelqu'un que quand je pars à des événements, j'aime vraiment me démarquer à travers mon habillement. Donc, du coup, en 2014, je me souviens, on était invité à un événement pendant que j'étais à l'université à SKU. On allait représenter notre école dans un concours de danse. Donc, déjà, je voulais avoir une tenue qui sort de l'ordinaire. Donc, du coup, je suis allé à réfléchir sur qu'est-ce que je peux faire. C'est de là que j'ai commencé à customiser mes chaussures. J'ai commencé par mes chaussures que j'ai customisées avec du pagne. J'ai fait un look vraiment qui sortait de l'ordinaire. À ce moment, les gens ne connaissaient pas les looks où tu dois customiser, habiller tes chaussures avec du pagne, faire des accessoires avec du pagne. J'étais le premier en 2014. Donc, je l'ai fait. Sur le podium, c'était au CCFN, je me souviens bien. Quand on a presté, après notre prestation, les gens m'ont demandé qui t'a fait la tenue, qui t'a fait la tenue. Je me suis dit, mais moi, c'est moi-même, j'ai retouché ma tenue. Donc, c'est de là que j'ai commencé à avoir des gens qui m'apportaient leur tenue, leurs anciens sacs, anciennes chaussures. C'est là où le business est né. J'ai commencé à travailler et c'est de là que l'idée de créer une marque m'est venue à la tête. Donc, je réfléchis à quel nom je veux mettre. Et tout de suite, j'ai eu le nom Omaris, donc je me suis dit que j'allais mettre Omaris Fashion. Okay, super. Ce qui est sublime avec toi, c'est que tu as le sens du détail. C'est contrairement à moi. Oui. Moi, je m'en fous un peu du détail. Tu as le sens du détail dans le sens où là où nous sommes assis, ça s'habille parfaitement avec le mur qui est derrière nous. Et tout autour de nous, il y a des œuvres d'art. D'où te vient cette combinaison? Comment fonctionne ton cerveau en fait? Enfin, je ne sais pas si tu peux répondre à comment fonctionne ton cerveau, mais comment tu arrives à avoir cette synchronisation? Voici le mot. Déjà, je ne sais pas si bon nombre de gens le savent, je faisais la déco aussi, la déco événementielle. Donc, du coup, par exemple, le showroom, dès que j'ai vu l'espace, tout de suite, je me suis mis à tracer, à voir comment je peux occuper l'espace qui est à centimètre par centimètre, qu'est-ce que je dois mettre. Donc, c'est de là que j'ai eu vraiment à réfléchir sur tout ce qu'il y a ici. Tout ce que vous voyez comme décor a été fait par moi-même. J'ai tout fait. C'est du bricolage, des lustres jusqu'au fauteuil. Tout est
tout est bricolé en fait, ici dans le showroom même. Super, Ouais. super. Et ça aussi, c'est une passion pour toi ou bien c'est venu, Oui, c'est quelque chose qui est venu naturellement, tu t'es pas c'est allé venu naturellement, sans formation. Même la mode, je suis autodidacte. Je n'ai pas vraiment reçu de formation, mais quand même, les gens sont étonnés quand tu me vois sur une machine en train de coudre des tuniques, quelque chose comme ça. Ils me demandent qui m'a formé. Je dis, mais j'ai pas besoin. La première personne qui a commencé la mode n'a pas été formée, donc pourquoi moi j'aurais besoin de formation? C'est bien fait, c'est bien dit. Cool. Comment tu analyses aujourd'hui l'écosystème de la mode au Niger? Est-ce que les consommateurs nigériens arrivent à consommer vos créations? Tes créations à toi, parce que c'est de toi qu'il s'agit aujourd'hui. Bon, peut-être moi, je pourrais juste répondre sur mes créations, parce que je ne peux pas savoir pour les autres créations, mais Évidemment. je me dis que pour mes créations, ça va. On essaie vraiment de faire nos créations en fonction du budget déjà des Nigériens, parce qu'on sait que vraiment, certes, nous sommes des créateurs, mais nous ne sommes pas, au Niger, nous ne sommes pas vraiment arrivés au stade où on doit faire des créations qui coûtent excessivement cher. Il faut vraiment s'adapter au budget, au portefeuille du Nigérien. Donc, c'est en fonction de ça qu'on essaie vraiment de faire nos créations et alhamdoulilah, on essaie vraiment, on arrive à les faire sortir du show. Donc, Super. c'est déjà C'est l'essentiel. déjà l'essentiel, c'est déjà l'essentiel. Qu'est-ce qui guide tes créations? Si tu dois faire sortir une collection aujourd'hui, c'est quoi les musiciens vont te dire le top line. Nous, les réalisateurs, on va te dire, c'est quoi la source, en fait, tu vois, c'est quoi le top line, c'est quoi l'idée, le fil conducteur, voilà. Le journaliste va dire le fil conducteur. C'est quoi le fil conducteur qui te guide, en fait? Bon, au fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis trop resté dans la création de tenues artistiques. C'est tout récemment que je me suis lancé encore dans la création de tenues de tous les jours. Donc, mon inspiration côté artistique, c'est à part, mais pour ce qui est vraiment des tenues que tous les gens peuvent porter tous les jours, je sais vraiment de faire ce que les clients veulent. Yeah. En fonction des besoins des clients, j'essaie vraiment de faire mes créations pour que je puisse vendre parce que il suffit pas de faire De des créer créations, pour mais créer, en il fait. faut, il faut vendre aussi, c'est Ouais, ça. ouais. Donc, en ce qui concerne vraiment ce côté de tenue, de ville, tenue de soirée, tout ça, là, je sais vraiment de faire mes créations en fonction des besoins des clients. Super. Et surtout, pour le côté artistique, là, je mets tout mon côté. Toute ta folie. Oui, oui, Je mets toute ta folie oui. là-dedans. Je disais dans l'intro que tu es quelqu'un de nature calme, mais quand on voit tes looks, ça s'exprime. Est-ce que comme d'autres personnes, pour toi, la mode, c'est un moyen d'expression? Oui. À travers la mode, tu arrives, par exemple, je peux dire que je suis toujours fou dans ma tête, mais quand même, j'arrive pas à le montrer, mais quand je monte sur le podium, quand même, on le sent. On le sent parce qu'à travers l'extravagance que je prends déjà vestimentaire, donc là, quand je monte sur un podium, tout de suite, on sait que je suis là. Donc, je me dis que c'est déjà un moyen d'expression qui permet vraiment de montrer combien je peux être fou sur le podium. Super. Je parle la taille de devenir mannequin, mais à travers mon habillement, quand même, je sais, si je ne peux pas représenter, peut-être, je peux pas travailler pour d'autres marques, au moins pour Pour moi-même, moi-même, pour tu me portes ta sentir marque. bien sur Ouais. le podium, je peux mettre tout ce que je veux. Et là, je n'ai pas vraiment de limite dans tout ce que je peux porter. Par exemple, il y a tellement de mannequins qui sont là au Niger que quand tu vas leur présenter une collection, ils vont te dire tout de suite que non, moi, je ne peux pas porter ça. En tout cas, moi, je ne vois pas une tunique que je ne peux pas porter pour sortir avec. Super. Tout récemment, tu as fait sortir un chapeau, enfin une collection de chapeaux Oui, dont de on bonnet, porte oui. de bonnets, dont on porte un. Moi, ça m'a toujours fasciné les chapeaux. Enfin, moi, Ok, j'aime bien. d'accord. Après, moi, je suis quelqu'un de super. Je sais pas comment dire. Moi, j'aime bien voir la mode sur les gens et tout. Moi, je suis pas trop côté mode. Oui, Et je m'en fous, en fait, tu vois. d'accord, je Ouais. vois. Alors, tu peux me raconter un peu qu'est-ce qui t'a poussé à faire sortir ton,
ta collection de bonnets? Je ne sais pas si on doit l'appeler collection ou bien ta marque de bonnets. Au fait, les bonnets, je les ai lancés parce que je me souviens l'année passée, lors de la fête, j'avais vraiment du mal à trouver des bonnets. Il y avait mes neveux, mes petits-neveux qui voulaient avoir des bonnets coûte que coûte sur leur tenue. J'ai dû faire le tour du grand marché pour trouver des bonnets pour enfants. Donc, c'est vraiment ce qui m'a motivé. J'ai dit, mais pourquoi les enfants n'ont pas de bonnets? Donc, je me suis dit tout de suite, je vais lancer une collection de bonnets pour enfants. Donc, en lançant pour les enfants, les grands se sont intéressés. Donc, du coup, c'est devenu comme quelque chose de viral. Ouais. Et comment a été la réception du marché? Est-ce que le marché a répondu favorablement? Effectivement, j'ai même arrêté de prendre des commandes parce que j'étais tellement débordée. J'étais débordée, les gens m'appelaient, même à 5 jours de la fête, les gens m'appelaient pour me dire qu'ils ont besoin de bonnets pour leurs enfants. Mais actuellement, je pense que j'ai des commandes de bonnets qui sont de la fête qu'on n'a pas pu parce que vraiment on était débordés. On a dit forcément il faut après la fête. Parce que c'était une première expérience. On n'a pas du moment où je suis le seul à fabriquer les bonnets, je n'ai pas vraiment formé des gens pour le moment pour pouvoir m'aider. Super, là tu me tiens la pêche par rapport à la formation. Il est de coutume d'entendre, de comprendre, nous-mêmes ça nous arrive aussi. Côté formation, il y a beaucoup de problèmes de travailler avec des gens compétents. Il y a très peu de personnes compétentes. Et nous, par exemple, à Fitila, depuis le début, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les gens, on les forme. Et puis après, ces gens-là, ils bossent pour nous. Mais l'expérience n'est pas toujours favorable avec d'autres personnes. La plupart d'entre ceux et celles qu'on a formés, dès qu'ils sont formés, ils trouvent d'autres opportunités, ils partent. C'est ce qu'on souhaite déjà. Mais quand même, on ne peut pas cacher que ça nous fait mal parce que c'est encore un retour en arrière. Toi, comment est-ce que tu gères ce côté-là de la main-d'œuvre? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que ça cause un problème à ton niveau? Oh oui, le problème de la main-d'œuvre, c'est vraiment un souci majeur parce que pas plus tard qu'hier, j'étais en train de discuter avec quelqu'un, je lui disais que je n'arrive pas en fait à comprendre qu'il y ait des centres de formation déjà au niveau de la mode, qu'il y ait des foyers qui forment des jeunes filles. Chaque année, on voit des jeunes filles qui sont formées, qui payent de l'argent pour suivre des formations dans ces foyers. Mais au retour, quand on veut de la main-d'œuvre, il faut forcément l'importer du Nigeria. C'est ça, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on n'a pas vraiment notre main-d'œuvre à nous. Je ne sais pas si c'est le Nigérien qui est formé, qui ne veut pas travailler pour le Nigérien, ou bien c'est vraiment les promoteurs des maisons de couture qui ne veulent pas travailler avec les Nigériens. Ou bien peut-être c'est au niveau, parce que des fois aussi c'est au niveau de la qualité, comme vous venez de souligner tout à l'heure. C'est peut-être la qualité du travail aussi qu'ils fournissent qui n'est pas au top, à l'attente des recruteurs, quelque chose comme ça. Mais il faut vraiment qu'on essaie de voir comment... Moi, déjà, je suis en train de voir comment je vais former des gens qui pourront m'aider à confectionner les bonnets. Parce que moi, je ne peux pas rester tout le temps. Des fois, je dois être sur des événements. Après, tu dois manager même d'ailleurs. Oui, c'est ça. Donc, il faut forcément qu'il y ait des gens qui peuvent produire, même quand je ne suis pas là. Même quand je ne suis pas là, qu'il y ait des gens qui peuvent faire la production, qui peuvent vraiment répondre à la demande des clients, tout ça. Super. Donc, il faut vraiment qu'on s'appuie sur la formation déjà. Il faut qu'on ait de la main-d'œuvre. Il y a tellement de jeunes qui ne font pas grand-chose dans la ville. Ils sont là juste à poser la fada, mais il faut qu'on les approche pour les former et voir la possibilité. Non, on ne va pas les approcher. Ils sont intéressés, ils viennent se faire former. Moi, je pense qu'il faut les approcher. Même s'ils ne sont pas intéressés, il faut les approcher, il faut les convaincre. Tu as de l'énergie. Moi, oui, j'ai toujours été comme ça. Quand je vois des jeunes, je les appelle. Par exemple, je vous ai parlé de la cuisine qui est ma passion. Jusqu'à présent, je continue à faire. Depuis 2016, je fais du service traiteur, mais les gens ne savent pas. Donc, je prends les jeunes du quartier, je les appelle, je leur dis, viens, j'ai du boulot pour toi, tu viens, tu pars, tu le fais. Donc, des fois, il faut les appeler parce que le Nigérian, on sait tout ce que les Nigériens ont. Je ne veux pas dire le nom, mais on a la grosse tête au fait des fois. Donc, du coup, il faut approcher la personne. Si la personne ne veut pas venir vers toi, il faut aller vers la personne pour lui proposer, voir si la personne va réagir ou même pas. Toi, tu es gentil. C'est bien. C'est bien, tu es gentil. C'est très bien, c'est très, très bien. Oui. Non, je suis vraiment réceptif à ce message-là. Oui. Moi, je le fais pas déjà. Moi, je le fais pas.
Peut-être c'est l'expérience. J'ai été trop déçu. Certainement. Ouais, du coup, après, à la fin de ta vie, c'est ce que tu fais pour toi qui compte, en fait, tu vois. Moi, j'ai été souvent trop déçu. Mais ce que tu dis, je partage. Et je pense que si quelqu'un regarde cette émission, a envie de travailler avec toi, ça sera bien que cette personne se rapproche. Oui. Nous, ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est beaucoup plus. On va lancer des cohortes où quand tu es jeune, tu as envie d'apprendre et tout. Tu viens, tu t'inscris. Nous, on t'accompagne dans ta formation, tu te formes et tout. Après, tu deviens ce que tu as envie de devenir. C'est tranquille, quoi. C'est assez intéressant aussi, ça. Ouais, parce que c'est important qu'on parle de ça dans cette émission parce que nous qui avions la chance, après on a la chance, hein, si t'es dans un pays comme le Niger, tu arrives à t'en sortir, c'est de la chance. Nous qui avions la chance d'avoir des opportunités aussi, de trouver le chemin, de comprendre qu'il faut faire quelque chose pour nous-mêmes, on peut aussi aider les autres et si quelqu'un peut aider, pourquoi pas. Est-ce que tu arrives à gérer côté électricité? Comment tu arrives à composer avec les coupures, en fait? J'ai vu que tu as une grosse, enfin, un gros groupe électrogène là-bas, là. On va filmer ça après. Comment tu arrives à composer avec cette galère En tout cas, on a eu chaud cette année avec les coupures. C'est pas moins de 7 000 francs de carburant par jour. Et quand on calcule ce qu'on gagne, c'est pas facile. Surtout pendant le mois de Ramadan où il y avait des coupures avec les commandes des clients. C'était pas facile, c'était pas vraiment facile. On a galéré. Tout ce qu'on a eu, presque on a tout mis dans le carburant. Ouais. Mais ça va, alhamdoulilah, on a pu au moins satisfaire les clients, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Pour le devis, c'est l'essentiel. Après, peut-être quand l'État aura vraiment des solutions pour calmer vraiment les coupures, tout ça là. Mais c'est que moi, je suis pas d'accord avec le fait que l'État ait les solutions, parce que je crois qu'ils n'en auront jamais. Mais aujourd'hui, il y a le solaire, non? On peut quand même, parce que, tu vois, ça aussi, on va encore un peu changer. Si t'es pas d'accord avec moi, tu me le dis. C'est notre émission, on fait ce qu'on veut après. Tu vois, aujourd'hui, on n'arrive pas à quitter l'énergie fossile que nos parents ont connue et tout. Oui. Moi, je pense que c'est peut-être une paresse sur le plan intellectuel, sur le plan comportemental. C'est un problème d'adaptation, en fait. Parce que pourquoi on n'arrive pas à utiliser du solaire? Et pourtant, c'est des solutions qui existent, en fait. De la même manière que tu as payé ta machine, je sais que c'est pas le Niger qui fabrique tes machines. Oui. Tu l'as payé ailleurs. De cette même manière, tu peux payer des solutions solaires. Mais pourquoi on n'arrive pas à enclencher cette révolution, selon toi, en fait? Surtout au niveau des entreprises. Au fait, moi, je pense que c'est surtout le coût qui joue beaucoup sur le choix. Parce que tout de suite, quand tu n'as pas de l'argent de disponible, tu ne peux pas te permettre d'avoir une installation solaire. Alors que le groupe, tu peux l'avoir, tu peux te débrouiller dans la semaine pour avoir de quoi mettre le carburant. Alors que pour avoir une installation qui peut te permettre de prendre en charge et les ampoules et les machines et autres, il te faut une installation de pas moins de 2 millions de francs CFA. Donc là, c'est tout de suite compliqué de l'avoir. Donc, et surtout quand tu es en location, c'est compliqué. C'est compliqué pour l'installation déjà. Et surtout que les gens qui font l'installation solaire, ils n'ont pas vraiment les options comme dans les autres pays où ils peuvent t'installer et tu payes par tranche ou bien quelque chose. Et tout de suite, ils veulent que tu donnes l'argent en cash. Alors qu'un entrepreneur ne peut pas te donner de l'argent. Même les grosses entreprises, ils prennent toujours à crédit. Bien sûr. Et le problème du Nigérien, ils ne font pas de prestations à crédit. Et là, c'est ce qui bloque. Ce n'est même pas des prestations à crédit, c'est des prestations pour paiement par tranche, en fait. C'est ça, en fait. On fait du business avec. En tout cas, merci. En comptabilité, tout ce que tu payes, que tu ne payes pas l'argent tout de suite, on l'appelle quelque chose, une prestation à crédit, un achat à crédit. Je suis comptable de formation. Tu as toute la légitimité. J'ai un master en comptabilité, contrôle, audit. Donc, tu as toute la légitimité pour me contrôler ou bien pour me corriger par rapport à ça. C'est bien fait. Qu'est-ce que tu penses quand on parle de concurrence dans le monde de la mode nigérienne? Quel est ton avis par rapport à ça? J'aime pas entendre le mot concurrence dans le domaine de la mode ici au Niger. Je suis quelqu'un qui aime avoir tout le monde autour de lui. Du coup, je préfère travailler avec plusieurs personnes. Je préfère entendre le mot coopératif ou quelque chose comme ça, mais pas de concurrence quand même.
Et comment cette coopération se concrétise en fait? Comment toi tu arrives à collaborer avec les autres? Comment les autres arrivent à collaborer avec toi? Donne-nous des exemples de coopération en fait. Déjà, avec mon événement Omaris Fashionet, depuis sa création, j'ai toujours essayé de réunir tous les jeunes créateurs, surtout les jeunes, parce que je ne parle pas de la vieille école, mais quand même les jeunes, parce que entre jeunes, on peut mieux s'entendre entre nous. Donc, je me suis dit que il faut que j'associe tous ces jeunes pour qu'on essaye d'avoir ensemble cette visibilité que peut-être j'aurais si je suis seul sur l'événement. Donc, c'est pour cela que je veux plus entendre une coopération que concurrence, au fait. Parce que là, vous voyez, quand on est ensemble, on peut mieux faire. Par exemple, dans les autres pays, comme le Burkina, le Mali, les créateurs sont vraiment en coopérative. Du coup, quand il y a quelque chose, par exemple, même quand il y a un gros contrat, ils peuvent se partager ce contrat entre eux, que tout un chacun peut gagner quelque chose. Et là, si on parle de concurrence, ça veut dire que tout le monde doit travailler dans son coin pour dire que moi, je suis mieux que l'autre. Alors que nous sommes vraiment au fait, pour vraiment, nous travaillons tous pour pouvoir satisfaire les clients, les Nigériens, tout ça. Donc, faire avancer la mode nigérienne. Qu'est-ce que tu penses de Zalaska? En tout cas, elle fait du merveille. Elle fait du merveille. Je l'ai connue l'année, je crois que ça doit être l'année passée, ou bien c'était en 2021. Je l'ai connue en 2021 sur mon édition de Omaris Fashionet. Et elle avait postulé pour participer à l'événement. Donc, c'était en ce moment que j'ai connu sa marque. Je vis ce qu'elle fait. C'est vraiment du top. Super. Merci. On va passer à la partie anecdote. C'est la dernière partie de l'émission. Okay. Les anecdotes, c'est qu'on va te donner, par exemple, un fait ou bien une situation et tu vas me raconter une petite histoire tout autour de ça. On va commencer par cette anecdote. Raconte une anecdote par rapport à un client que tu n'as pas livré à temps et c'est le jour de la fête ou bien à quelques jours de la fête. Un client que tu n'as pas livré à temps ou bien vraiment une anecdote par rapport à ces moments-là. On sait que les moments de fête, c'est des moments de pression sur vous. Raconte vraiment un moment de pression avec un client qui a peut-être mal commencé, mais qui s'est bien terminé, mais qui a bien commencé, mais qui s'est mal terminé. Ah, là, c'est compliqué parce que moi, mes clients, à 2 jours déjà, ils ont déjà reçu leur tenue. Donc, c'est un peu compliqué. Parce que je suis quelqu'un qui, j'aime pas trop, au fait, la pression, au fait. Je préfère prendre les commandes que je sais que je peux livrer à temps. Yeah. Je préfère vraiment prendre les commandes. Je sais qu'il y a de l'argent qui est en jeu, mais quand même, je veux pas aussi aller bafouer mon inquiétude, au fait. Ouais, c'est clair. Donc là, si je décide de prendre des tenues, prendre des commandes que je sais que je ne peux pas livrer, ça serait compliqué pour moi. Donc, je ne sais pas vraiment quelle anecdote je veux peut-être vous raconter, quelque chose que je vais vous raconter concernant peut-être... Tu arrives bien à gérer, donc il n'y a pas d'anecdote sur ce coup-là. Alors, une autre situation qu'on aimerait aussi que tu nous racontes des anecdotes. Au Omaris Fashion Night, c'est chaque année. Oui. Il y a des créateurs qui viennent de différents pays. Raconte une anecdote sur un événement qui a vraiment failli peut-être, je sais pas, une grosse frayeur ou bien une grosse satisfaction. Waouh, ça ne va pas manquer quand même, ça ne va pas manquer, ça ne va pas manquer. Qu'est-ce que je veux vous raconter, moi? Il y en a tellement. Il y en a tellement que je sais même pas. Et j'ai envie même de tout raconter, en fait, mais il faut que je choisisse un mot. Il y avait, c'était en 2019, je crois bien. On avait un créateur qui était venu sur l'événement. Comme les créateurs, ils avaient la possibilité, comme on avait en ce moment l'hôtel Gawé qui était notre partenaire qui a hébergé les créateurs et tout. Donc lui, en venant, il venait accompagné de sa copine. Donc ils avaient leur suite à deux. Donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils se sont disputés entre-temps. Il a pris Goumet, il a fermé la salle de bain sur lui. Il était rentré dans la salle de bain, il a mis les écouteurs, il est rentré dans le baignoire, il a mis
Il a allumé, au fait, il a allumé le robinet, l'eau coulait, l'eau sortait de la douche jusqu'à ça remplit même la chambre, c'est sorti de la chambre juste dans les couloirs. Et en ce moment, il y avait un de ses collègues. Le garçon ou la fille? C'est le garçon. La fille, elle était sortie, je sais pas, elle était partie quelque part. Donc, c'était le garçon qui était dans la salle de bain. En ce moment, il y avait un mannequin burkinabé. C'était un burkinabé, un mannequin burkinabé aussi qui était là. Donc, lui, comme il avait accès à la chambre, il était rentré, il a tapé, il a toqué à la porte, mais le monsieur ne répondait pas. Entre-temps, il y avait un de mes collègues qui était resté à l'hôtel avec eux pour répondre aux besoins quand ils ont des besoins. Donc, ils ont appelé l'ami aussi. Lui, quand il était venu là, tout de suite appelé l'hôtel pour leur dire, venez appeler les urgences. Il y a quelqu'un qui est dans la salle de bain. Et là, il y avait le mannequin qui disait que ce soit il a glissé, il s'est cogné la tête au lavabo. Comme dans les films, en fait. Oui, ils se sont imaginés vraiment des scénarios. C'était, jusqu'à on a dû évacuer même le niveau, parce que l'eau, ça a vraiment coulé de partout, en fait. Ah ouais. Oui. Ah ouais. Je me suis rappelé de ça. Ah ouais. Mais après, est-ce que la fille est revenue après? Si, mais c'était après évacuation même qu'elle était revenue dans l'hôtel. Elle n'était pas dans l'hôtel, je sais pas où est-ce qu'elle était partie. Ouais. C'était après qu'elle était revenue. C'est bien géré quand même. Oui. Bah, Dieu merci, ça s'est bien géré. Troisième anecdote, mais cette fois-ci, sur un de tes looks que tu as fait et puis tu es rentré dans un espace ou bien tu es allé à un événement et toi-même tu sens que franchement, là, les gens te regardent. Là, tu sais que vraiment les gens, ça a marché en fait, ce que tu aimes. En fait, je pense que ça doit être la première édition de Thermom, parce que les gens ne s'attendaient pas à me voir habillé comme j'étais sur la première édition. J'avais décidé avec quelques créateurs de vraiment, parce que on n'avait pas d'événement de remise de trophées comme les autres pays et on le voyait dans les autres pays, par exemple le Nigeria, où quand les créateurs vont, ils font des tenues de ouf, tout ça là. Donc, quand on a eu l'occasion, je me suis dit tout de suite qu'il faudrait qu'on choque le Nigérian qui veut pas vraiment sortir de sa zone de confort. Il faut vraiment qu'on choque les Nigérians. Tout le monde s'était habillé en tenue traditionnelle. Je dis non, moi je vais pas m'habiller en tenue traditionnelle. Et on a choqué. Il y a des gens qui ont mal pris, mais après ça a vraiment donné un résultat parce que à la deuxième édition, tout le monde a osé. Ça a permis à d'autres de s'exprimer, de vraiment aller plus loin dans leur look, tout ça. Et je me souviens, quand j'étais rentré, j'étais en train de passer, il y avait un enfant qui était avec son papa. Quand l'enfant m'a regardé, parce que je portais des lentilles, tout de suite, l'enfant a commencé à pleurer. Il dit, ah, papa, Genji. Il dit oui. Alors, parle-nous de l'événement Omaris Fashion Night de cette année. Est-ce qu'on aura l'édition de cette année? C'est la question qu'on se pose, nous tous. Avant, justement, après, on va parler de Tamamou. Est-ce qu'on aura Omaris Fashion Night cette année? Ou bien on ne sait pas encore? Ça là, moi, est-ce que je sais? C'est une question piège, ça là. Est-ce que je sais? Parce que même l'année passée, il ne devrait même pas y avoir des Omaris Fashion Night en live, juste parce qu'il n'y avait pas vraiment d'événement de mode. Ah, bien sûr, si cette année, il n'y a pas Omaris Fashion Night, tu veux le remplacer par quoi alors? Et qu'est-ce que... En fait, c'est tellement bizarre. Pourquoi, en fait? Pourquoi ce doute, en fait? On est à la 5e édition, non? 7e. 7e édition, il y a des doutes. Pourquoi? C'est pas qu'il y a des doutes, mais oui. Je me dis que l'objectif peut-être de Omaris Fashion Night est déjà atteint. Ok. Donc, peut-être qu'on va essayer d'aller sur un autre terrain. C'était quoi l'objectif? L'objectif, c'est vraiment de mettre en lumière les jeunes créateurs. Il y a 6 ans de cela, quand vous sortez à Niamey, dès qu'on parle de créateurs de mode, il n'y a que 5 noms que vous pouvez citer. Aujourd'hui, vous avez plus de 20 noms que vous pouvez citer par tête, sans pour autant même vous décarcasser. Il y a tellement de jeunes. Et tous ces jeunes, ce sont des jeunes qui, la plupart, ont été découverts sur Omaris Fashion Night. Donc, je me dis que est-ce qu'on a besoin de continuer encore? Parce que je me dis que vraiment, on a pu atteindre l'objectif, mettre en lumière ce genre. Après aussi, c'est une manière pour toi de passer à autre chose.
C'est pas que c'est une manière de passer à autre chose, mais d'aller à un niveau plus... Oui, passer à autre chose, oui, mais monter de oui. niveau dans ce que tu fais. Effectivement, oui. Ouais. Parce que tu vois, par exemple, moi, tu me connaissais en tant que journaliste dans un média. Oui. Je ne le suis plus. Oui. C'est pas parce que j'aime plus le métier. Okay. Voici ce que je fais actuellement. Est-ce que tu vois un peu? Je vois. Je suis, et ça, je vais le faire pendant peut-être 5 ans. Oui. Après, tu vas encore aller sur autre chose. Voilà, est-ce que tu vois un peu? Parce que des fois, je dis ça parce que je discute avec beaucoup de personnes et les gens pensent que quand il y a un événement qui n'est plus là, c'est une faillite ou bien c'est un échec. Alors moi, je dis non, en fait, tu vois. C'est pas forcément une faillite ou un échec. Donc, vas-y. L'événement que j'aimerais organiser déjà, c'est pas vraiment qu'on va cesser de faire Omaris Fashionette, mais c'est un événement qui remplace. C'est juste le nom de Omaris Fashionette qui change. Et on va essayer d'intégrer d'autres paramètres qui n'existaient pas dans Omaris Fashionette. C'est juste ça. Oui, ce que je dis, c'est dans le monde de l'événementiel, en fait, ou bien de la carrière. Quand quelqu'un, par exemple, organise une compétition pendant 2 ans, 3 ans, peut-être 10 ans, et il s'arrête et il fait autre chose, le premier regard que le public porte, c'est que c'était un échec. Oui. Ou bien on n'a pas réussi. On n'a pas réussi. On n'aurait pas réussi à perpétuer le truc. Mais moi, je me dis que c'est peut-être parce que les organisateurs ou bien l'organisatrice qui était devant, l'organisateur qui était devant, il pense que lui, comme ce que tu viens de dire, toi, tu as atteint un objectif. Il faut que tu passes à un autre niveau. Ouais. En tout cas, jusqu'à présent, j'arrive pas vraiment à me décider. Parce que je suis en train vraiment, jusqu'à présent, je pense les deux dossiers sont prêts. Mais là, je suis en train de voir si soit je remplace Omaris par le nouveau événement ou bien je laisse Omaris Fashionette. J'insère encore l'autre événement. Okay. Mais ça va être un peu compliqué parce que j'aimerais vraiment me focaliser sur un seul événement. Ouais, pour bien le réussir. Le souci, c'est que les paramètres qui seront dans l'autre événement ne peuvent pas être dans Omaris Fashionette. Il faut forcément que le nom change pour que ça puisse avoir de l'ampleur et répondre vraiment à ce qu'on attend. Super. Et merci beaucoup pour cette précision-là, Omar. J'ai envie qu'on discute de Tarmamou. Qu'est-ce que tu penses de cet événement? Parce que tu fais partie des gens qui ont popularisé cet événement. Et j'apprécie en fait. J'apprécie dans le sens où ce qu'on fait aujourd'hui, nous par exemple, il y a des vidéos sur Facebook qui nous font des 1000 vues, mais pas de 1000 partages en fait, tu vois un peu. Oui. On comprend, les gens ont du mal à soutenir, c'est dans leur ADN, c'est comme ça les gens sont. Oui. Nous on ne fait pas dans le jugement, tu vois. Mais quand il y avait ta maman, la manière dont tu portes le truc, moi franchement, depuis mon salon, tu sais, j'ai jamais été à aucun événement de ta maman. Ma femme, elle y participe. Parce que moi, je suis trop anti-paillettes, en fait, tu vois. Tout ce qui est paillettes, tout ce qui est bling-bling. Gars, moi, je me sens pas... Je comprends. Oui, c'est pas ma personnalité, en fait, tu vois, un peu. Mais j'apprécie, j'adore, en fait. Et quand je vois façon tu portes le truc, gars, j'aime bien, j'aimerais vraiment te le dire, en fait. Qu'est-ce que tu apprécies dans cet événement autant de le porter? J'imagine, ce que tu portes pour venir là-bas, c'est des sous, en fait, ça coûte de blême. Effectivement. En fait, moi, j'aime vraiment les initiatives de jeunes. Tout événement qui est organisé par un jeune, je me sens comme si c'est moi-même qui l'organise, au fait. Je peux voir un événement, je ne connais même pas le promoteur, je partage, je publie comme si c'est moi qui l'organise. Il y a des gens qui m'appellent, par exemple, même Tarmamou, il y a des gens qui m'ont appelé à la première édition. À ce moment, je ne savais même pas qui était le promoteur. On m'a appelé pour me dire j'ai besoin d'invitation, alors que moi-même, je n'ai même pas reçu d'invitation à ce moment. Ils m'appellent pour me dire qu'ils ont besoin d'invitation. Les gens m'appellent pour me demander quand est-ce que ça va se passer, où est-ce que ça va se passer. Alors que je n'ai pas toutes ces informations. Mais en voyant tout ça, je suis en train de partager le bruit que je suis en train de faire sur ma page Facebook. Les gens pensaient que c'était moi l'organisateur, au fait. Donc, tout événement qui est organisé par des jeunes, moi, je me sens, au fait, comme partie intégrante, au fait, du comité d'organisation. Je n'ai pas besoin vraiment d'être dans le comité pour pouvoir apporter mon soutien, mon aide, tout ça. Donc, je me dis que
Déjà, quand vous voyez tout le staff, ce sont des jeunes. C'est comme le staff Omaris Fashionette où personne n'a plus de 32 ans, peut-être quelque chose comme ça, on n'est que des jeunes. Vous voyez. Donc, c'est surtout ça, en fait, ma motivation, c'est ce qui m'inspire beaucoup et c'est pour cela que j'aime vraiment l'événement. Parce que quand c'est des jeunes, on se sent à l'aise, au fait. Super. On n'a pas le regard des vieux. Parce que au moins, si c'était des vieux, je n'allais pas porter les tenues que j'avais portées. Donc, vous voyez. Ouais, cool, cool. Qu'est-ce que tu nous prépares pour cette année ou bien on garde la surprise comme toujours? Ah, les gens me demandent ça. Ils me posent cette question. Est-ce que tu penses que je serai là? Oui, mais là, ce que moi j'aimerais savoir, est-ce que tu penses les habits selon les événements ou bien tu y vas au fil free en fait? Non, au fait, il y a quelque chose, au fait, moi, les événements de Tamamou, j'ai toujours fait mes tenues à la dernière minute. C'est à la dernière minute, je ne sais pas pourquoi, mais c'est à la dernière minute que l'inspiration me vient, au fait. L'année passée, j'étais même souffre quand j'étais couchée à la clinique. Je me suis dit même, j'allais même pas assister. J'étais sur le podium avec un cathéter. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Et c'était même, je crois que ça doit être la veille vers 18h, 19h que je commençais à confectionner ma tenue. Après, je l'ai laissé parce que je suis retournée encore pour mettre mon sérum. Après, je suis rentrée à la maison. Le lendemain, c'était vers 16h, j'ai pu finaliser la tenue, tout ça. Et là, quand je fais la tenue, je ne dessine pas, en fait. Pour Tamamou, je ne dessine pas. Je prends mon bout de tissu, j'essaie de voir qu'est-ce qui va avec, qu'est-ce qui va. Mais quand même, l'année passée, parce qu'à la première édition, quand j'ai mis les tenues, la tenue que j'avais mis portée à la première édition, il y a des gens qui ont dit que nous ne reflétons pas la culture nigérienne à travers cette tenue, quelque chose comme ça. Que ce qu'on a porté, ça, c'est pas du nigérien, tout ça. Alors que tous ceux qui connaissent la marque Omaris, quand je partais sur des événements, il y a eu des événements auxquels j'ai assisté à l'international avant même que Tamamou soit organisé. J'ai toujours amené avec moi ce côté nigérien. Même mes sons, quand je monte sur les podiums, je pars puiser des sons que même les Nigériens qui sont ici ne connaissent pas, des sons purement traditionnels. Je pars avec des tenues qui sont vraiment... Genre, ce sont des looks traditionnels que je revisite pour présenter à l'international. Alors, quand les gens disent que ce n'est pas un look nigérien, c'est quoi un look nigérien? Qu'on doit porter peut-être djabba ou bien quelque chose comme ça. Alors que eux-mêmes, ils ne savent pas que djabba n'est pas nigérien. Oui, c'est ça, c'est pourquoi je demande c'est quoi un look nigérien en fait. Ils ne connaissent pas un look nigérien parce que si on doit porter un look nigérien, ce n'est pas tout le monde qui peut porter pour sortir. Parce que le Nigérien pur, les tenues, ils connaissent vraiment les tenues traditionnelles du Niger. Ils doivent savoir que même les djabba, les bonnets qu'ils portent ne sont pas nigériens. Ce sont des tenues qui sont importées d'ailleurs. Donc, le fait qu'on porte, c'est pas qu'on ne veut pas vraiment faire la promotion de la culture nigérienne, mais quand même, chacun a la possibilité de s'exprimer comme la personne veut. Au fait, c'est ça. Et donc, ils ont tout fait. Après, les organisateurs, eux aussi, ils ont dit que la deuxième édition, ça serait uniquement tenue traditionnelle. Donc, je me suis dit que peut-être c'est parce que nous, on avait porté tenue qui n'était pas traditionnelle. Donc, ils se sont dit qu'ils allaient imposer ça pour qu'on soit vraiment au même niveau qu'eux ou bien quelque chose comme ça. Donc, quand je vis la publication, j'ai ri, j'ai dit, OK. Donc, vous pensez que même dans tenue traditionnelle, on ne pouvait pas oser. Donc, c'était à cause de ça que j'avais fait une promesse de leur montrer que même dans tenue traditionnelle, c'est que moi, je veux porter, ils ne pourront pas porter ça. Et c'était ça qui m'a inspiré à faire la tenue de l'année passée. Super. Et c'est ça qui est en rouge là? Oui. Cool. Et la tenue a vraiment une histoire parce que c'est une tenue... C'est quoi l'histoire, oui, justement? C'est une tenue purement traditionnelle. C'est une tenue qui est inspirée d'une... je ne sais pas si je peux me permettre de le dire, mais je ne sais pas... tu sais déjà, le Nigérien n'était pas au début... L'Afrique n'était pas un continent musulman ni chrétien. Ni chrétien. Voilà, donc, ça c'est un cours d'histoire. Oui, ceux qui connaissent l'histoire le savent. Oui, donc
Parmi les divinités d'antan, il y a un nom que les jeunes entendent. Peut-être vous entendez ça, mais vous ne connaissez pas quand on dit Dongo, tout ça. Ouais, Dogoa. Dongo, pas Dongo, Dongo. ok. Dongo, Ok. la foudre. Il y a Dogoa, ah oui, Dongo, Il y a- la foudre, oui, ok, ok, oui. ok. Donc, c'est une tenue vraiment... Après, qui est- c'est présent dans presque chaque culture. Moi, dans Oui. ma culture, ça s'appelle Hebieso. Oui, donc c'est ça. Donc chez nous, on a Dongo, il y a son frère qui est Tiré. Donc les deux, par exemple, quand il tape quelqu'un, vous voyez, c'est son frère qui a la couleur rouge, lui, il a la couleur noire. Donc d'où le rouge et le noir sur la tenue. Et la hache que je tiens, c'est une hache authentique de Dongo que j'ai pris. Et ça m'a tellement fatigué que je ne veux même pas parler de ça. C'est mieux. C'est une hache authentique. Ok, C'est ok. une hache authentique. Au moins, c'est la tenue, je me suis inspiré des couleurs, de tout, mais la hache, elle est authentique quand même. Ok. Après, tu es allé la déposer, non? Oui, forcé, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Omaris, merci beaucoup de nous avoir accueillis Je ici. vous en prie. J'ai vu les décos qui sont faites avec des ustensiles de cuisine. Oui. Est-ce que c'est un moyen d'expression aussi? Effectivement, j'ai toujours été bricoleur. J'ai toujours été bricoleur de le bas âge. Mon papa était un grand bricoleur, donc du coup, j'ai appris le bricolage avec lui. Donc, ça m'inspire. Quand vous voyez tout ce qu'il y a dans le showroom, tout a été bricolé, des tableaux, les lustres, tout. Par exemple, même là, notre petite guérie, donc vous voyez, c'est des poubelles que j'ai renversées, mais je ne sais pas même si vous avez remarqué Non, ça. c'est maintenant que tu viens de le dire. Ce Je sont l'avais des poubelles que j'ai remarqué. renversées. Ouais. J'ai mis l'éventail pour avoir le plat, tout ça. Ouais. On est très heureux Merci. de passer Le chez plaisir toi. de partager, c'est vraiment un plaisir. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter? Je suis quelqu'un qui n'a jamais quelque chose à ajouter. Très bien. Il y a de ces discussions qui ont de la peine de se terminer, mais les bonnes choses finissent par se terminer. Merci beaucoup à Omaris de nous avoir reçus dans son showroom. Si vous avez envie de découvrir ses créations, il ne fait pas que de la mode, c'est ce qu'on a découvert aujourd'hui. Il fait aussi dans la décoration, il fait aussi dans le bricolage. Et vraiment, c'est du régal de discuter avec quelqu'un d'aussi intelligent et créatif comme Omaris. Merci beaucoup à lui. Et si vous aussi, vous êtes passionné par le foot, la musique, l'art, la cuisine, tout ce qui vous passionne et vous avez envie d'en parler, envoyez-nous un message et on se fera le plaisir de passer chez vous et discuter. Si vous avez également un événement à faire, n'hésitez pas, appelez-nous, on va parler de votre événement, on va discuter des objectifs, des contours de votre événement. L'essentiel, c'est de faire la promotion du Niger, c'est de faire la promotion du Sahel. Merci Rabiou, merci Rodrigue, merci Omaris, merci à moi-même. Bye bye. Moi, c'est Galben, merci. Pourquoi tu ne dis pas que c'est bon? Ouais, Tu là, me dis pas.